Salut à tous et bienvenue une fois encore dans cette édition du magazine Les Grandes Lignes. Plein feu dans ce numéro sur Matisse à Maurice. Suivez la ligne. C'est l'événement artistique majeur depuis plusieurs semaines déjà. Une occasion unique de faire immersion dans le monde du célèbre peintre Henri Matisse. En effet, depuis ce 15 avril, dans le cadre du bicentenaire de la naissance de Charles Baudelaire, le musée Blue Penny et le marchand de tableaux Steve Soami font cause commune afin de célébrer deux géants incontestés de la culture française, Matisse, peintre hors pair, et Baudelaire, poète légendaire de la langue française. Les points d'intersection de l'œuvre de ces deux hommes sont multiples. D'une part, en 1944, Matisse aura illustré Les Fleurs du Mal de Baudelaire à la demande du poète Louis Aragon. D'autre part, l'œuvre de chacun de ces maîtres, dans leurs disciplines respectives, reflète une ouverture commune sur l'altérité et le voyage vers les horizons lointains, surtout les îles. J'étais tellement heureux de l'exposition Picasso. Et dans la foulée, j'ai proposé l'expo Matisse à Emmanuel, qui était enthousiaste. Et aussitôt m'a dit, maintenant on fera Matisse et Baudelaire en même temps, parce que l'année prochaine, parce qu'on avait pris la décision en 2020, ce sera le bicentenaire de la naissance de Baudelaire. Et Matisse était fasciné par Baudelaire, donc voilà comment est née l'idée de cette exposition. Pour la circonstance, une collection non négligeable d'œuvres d'Henri Matisse aura fait le déplacement vers Maurice, dont deux peintures à l'huile, représentatives des débuts de l'artiste, mais également une collection importante de lithographies, de dessins et de tapisseries qui évoquent sa riche production artistique et sa contribution au monde littéraire. Dans le souci de créer un espace immersif, le musée prenait aussi le parti de proposer tout un ensemble d'objets complémentaires, dont des timbres-poste et des publications autour d'Henri Matisse. Nous nous étions rendus à la salle d'expo la veille même du vernissage, alors que l'équipe amenait les touches finales avant l'ouverture. Matisse est très inspiré par Baudelaire, pas seulement dans l'illustration des Fleurs du Mal, mais dans toute son œuvre. Et ça revient d'une manière récurrente. Baudelaire, lui, c'est un poète, c'est aussi un esthète. Il a énormément écrit sur la peinture, sur Delacroix, sur Boudin, sur tous les peintres de son époque. C'est un très très grand critique d'art. C'est un peu logique d'avoir un des plus grands critiques d'art qu'il y ait eu à son époque, et qui était poète, et de l'autre côté, un des plus grands artistes qui aimait la poésie, quoi. Donc les deux étaient obligés de se rencontrer. En fait, Matisse était un grand amateur de poésie, puisqu'il a illustré Ronsard, Mallarmé, Apollinaire, enfin voilà, j'en passe. C'est un grand illustrateur de poésie. Et toute sa vie, il a été fasciné plus particulièrement encore par les Fleurs du Mal et par Baudelaire. Et il avait comme projet de faire l'illustration des Fleurs du Mal depuis très longtemps. Et c'est pendant la guerre, donc en 1944, qu'il a réalisé les illustrations des Fleurs du Mal. Luxe, calme et volupté est inspiré directement par l'invitation au voyage, qui parle de Maurice en fait. Matisse n'arrêtait pas de repousser son projet des Fleurs du Mal, peut-être parce qu'il le voyait très important, justement. Et puis pendant la guerre, donc il y a eu quand même l'occupation, la débâcle d'abord, que Matisse a vécu, la débâcle, puis l'occupation allemande, et donc c'était un choc pour lui comme pour tous les Français de l'époque. Hein. C'était un véritable traumatisme de tout un peuple. Et donc lui, sa réaction, ça a été toujours de positiver, c'est-à-dire de poursuivre son œuvre déjà, et en plus de ça, de se ressourcer sur ses bases, c'est-à-dire ce qu'il avait de plus solide en lui. Et comme par hasard, c'est vrai que ce qui incarne le plus un peuple, quelque part, c'est sa poésie, quoi, parce que c'est depuis toujours, et c'est vraiment ce qui reste d'un peuple, même 3-4 siècles après, on ne se rappelle plus qui était
le roi sous Ronsard. Hein. Moi, je serais incapable de te le dire. Par contre, Ronsard, je sais qui c'est, quoi. Voilà, donc c'est la poésie, c'est vraiment l'essence même de l'âme d'un peuple. Donc c'est assez logique qu'il se soit ressourcé sur la poésie. Et d'ailleurs, tu constateras toi-même que à la BBC, quand on a annoncé le débarquement, etc., bah, c'est un vers de Verlaine. Hein. C'est toujours souvent des vers de poésie qui étaient utilisés comme code pour annoncer des opérations, quoi. Je me suis mis en chasse de Matisse auprès de gens que je connais, qui sont tous des amis. Et comme avec Picasso, tout s'était très bien passé, donc j'ai eu beaucoup moins de difficultés à voir des Matisse, même si on a peu en Europe. Picasso a été une expérience positive pour Matisse. Donc le musée Blue Penny offre toutes les garanties de sécurité, d'assurance. Donc c'était beaucoup plus facile de convaincre les prêteurs. Et puis bon, il y a des prêteurs aussi, ce sont des amis, ils veulent aider, je dirais, très amicalement ce projet. Pour l'Expo Matisse, il y a un monsieur, je préfère ne pas citer son nom pour des raisons de discrétion, je dirais que l'exposition, c'est quasiment lui à 90%. Parce que lui-même, à titre personnel, il prête des tableaux qu'il a décrochés du mur du musée de Cateau-Cambrésis pour nous les prêter. Le bouquet de fleurs. Ensuite, j'ai connu la conservatrice du musée Matisse, l'ancienne. Elle est maintenant conservatrice honoraire, Dominique Simiziac, qui elle-même m'a mis en relation avec la fille adoptive de Thériade, qui était un grand éditeur d'art. Et voilà, donc l'exposition était faite. On n'a pas beaucoup de prêteurs, mais on a des gens de qualité et qui nous ont aidés vraiment d'une façon spontanée. L'exposition aussi est très éclectique, en ce sens qu'il y a beaucoup de techniques différentes qui sont représentées. Il y a par exemple une gravure à l'eau forte, vous avez des peintures à l'huile, vous avez des lithographies, vous avez des œuvres au pochoir, vous avez une tapisserie. Donc c'est vraiment des phototypes aussi, enfin des techniques très différentes. Aussi des linogravures, donc qui donnent des traits blancs sur fond noir, au lieu de donner des traits noirs sur fond blanc. Voilà, vous avez plein de techniques différentes. Donc j'imagine aussi que pour quelqu'un qui serait intéressé par l'art, bah, il apprend des choses aussi en voyant toutes ces techniques différentes. De toute la vie de Matisse qui est représentée au point de vue des dates, quoi. Les Nus Bleus, donc, ça fait partie de son œuvre après-guerre, quoi. C'est-à-dire, à un moment donné, il est tombé gravement malade, hein, donc, et il n'avait plus la possibilité physique, par exemple, de faire de la peinture, parce que ça nécessite des mélanges, c'est un peu compliqué. Donc, il s'est mis à reprendre ses ciseaux et à découper carrément dans la couleur. C'est-à-dire, là, il s'est dit, bah tiens, de mon lit, par exemple, à un moment donné, il était quand même très malade, il était dans son lit, et il découpait donc dans la couleur, dans les papiers gouachés, dont il avait choisi lui-même la couleur. Il découpait les formes, et après, il disait à des assistants, dont par exemple Lydia Delektorskaya, qui était là tout au long de sa fin de vie, et il disait, bah voilà, tu places ça là, à gauche, un peu plus à gauche, ouais, voilà, top, voilà. Et là, ils épinglaient. Et voilà, et à la fin, il avait une œuvre, parfois, c'est ça qui est assez incroyable, c'est que plus il a été malade finalement, et plus les œuvres sont devenues énormes, gigantesques. Alors c'est paradoxal en fait, mais c'est la leçon de l'art quelque part. C'est-à-dire que même en étant limité par, je sais pas, les circonstances, hein, bah, à ce moment-là, tu te remets en question et tu cherches quelque chose d'autre et tout, des techniques nouvelles et pourquoi pas ça et pourquoi pas changer. Et donc finalement, le vrai artiste, il n'est pas limité, quoi. Même physiquement,
quand il est limité, il ne l'est pas en fait, parce qu'il peut toujours créer. Jazz, ce sont beaucoup de collages. Donc certains sont des très grands formats. Par exemple, Tristesse du Roi, normalement, l'original, c'est très très grand format. Mais une fois qu'il avait fait les grands formats, qui sont des œuvres uniques, qui elles ne se déplacent pas, parce qu'en plus elles sont fragiles, hein, vu que ce sont des découpages collés, alors il a ensuite fait des lithographies ou des œuvres au pochoir, comme on dit, à partir des originaux. Mais avec les mêmes matériaux. Par exemple, il a toujours exigé que les gouaches Linel, qui était la marque de l'époque, qui figuraient sur les originaux, soient toujours les mêmes gouaches Linel qui sont utilisées pour faire les œuvres au pochoir avec l'exigence de la couleur. Et c'est lui qui contrôlait toutes les lithographies qui pouvaient sortir, etc. Il contrôlait de manière très très précise, détaillée et exigeante. Alors Matisse, il a fait plusieurs voyages. Il est allé aussi au Maroc, en Espagne, etc. Et même Baudelaire aussi, qui n'était jamais allé en Espagne, il a été très inspiré par l'art espagnol. Parce que la galerie du Louvre consacrée à l'Espagne venait d'ouvrir au moment où il a pu la visiter. Donc ça l'a beaucoup influencé. Mais les deux ont fait un voyage dans un univers qui est complètement différent du leur, qui n'est pas européen. Donc Baudelaire, il est venu à Maurice, donc au Mascareigne, à Maurice et la Réunion. Et Matisse, lui, en 1930, il est allé en Polynésie française. Alors évidemment, c'est pas du tout les mêmes cultures, c'est pas du tout les mêmes régions, mais quand même, moi quand j'ai vu des photos de Matisse avec un pandanus derrière, c'est-à-dire les vaquois qu'on connaît à Maurice, tu te dis, la photo pourrait être prise à Maurice. Et en fait, ce qui a intéressé Matisse à Tahiti, tu le retrouves à Maurice. C'est la lumière, c'est le lagon. Hein, on a à peu près 3 lithographies, œuvres au pochoir, qui représentent le lagon, avec des patterns, des figures soit d'algues, soit de coraux, qui sont stylisés et qui représentent le lagon. Donc ça l'a beaucoup marqué. Et à Maurice, évidemment, on a un lagon qui existe, qui est là. Je pense qu'il y a vraiment un parallèle entre les deux voyages. Aussi, par exemple, Matisse, il a été intéressé par les Tahitiens eux-mêmes. Il en a fait des portraits. Et Baudelaire, quant à lui, par exemple, il était très intéressé par la peinture de Kathleen, qui était un Américain qui avait peint des portraits d'Indiens d'Amérique et qui avait fait des portraits. Les portraits de Kathleen sont célèbres vraiment dans le monde entier, c'est vraiment des portraits magnifiques. Et Baudelaire a tout de suite été sensible à ces portraits-là. Il les plaçait au même titre que Delacroix ou Manet. Il y a cette thématique commune, hein, d'intérêt pour l'autre, pour l'altérité. Il y a aussi, par exemple, chez Baudelaire, le fait que sa compagne était une femme noire, c'était Jeanne Duval. Il l'a considérée comme sa femme. Et il faut savoir que Baudelaire n'avait pas le droit de se marier puisqu'il était considéré comme mineur aux yeux de la loi. Donc c'est très important. Lui, il disait toujours ma femme. Et quant à Matisse, lui, il était très intéressé par la culture créole en général, qu'on retrouve dans les illustrations des Fleurs du Mal, parce qu'il y a énormément de portraits de femmes créoles. Et notamment dans le choix de ses modèles, par exemple, Carmen Leschène, c'était une de ses modèles qui a posé énormément pour Matisse et qui était haïtienne. Tu as même un tableau qui est dans l'exposition qui s'appelle Danseuse créole. Et donc, moi, je vois qu'il y a quand même quelque chose de commun entre Matisse et Baudelaire aussi. C'est cette recherche de l'altérité et cette fascination pour la culture créole en général. Si le recueil de Matisse s'appelle Jazz, c'est pas par hasard. C'était une musique qu'il adorait. Et il adorait pourquoi ? Parce que souvent on oublie, mais le jazz, c'est une musique créole.
Matisse sont généralement aux États-Unis. Il y en a très peu en Europe, parce que Matisse a eu, dès le départ, beaucoup de succès auprès des étrangers, les Russes, les collectionneurs russes et les Américains. Il n'y a pas tant de Matisse que ça en Europe. Il y a surtout des dessins, des lithographies, mais des huiles de Matisse, il y en a très peu. Voilà. Alors les gens qui achètent Matisse, généralement ce sont des collectionneurs un petit peu classiques. Celui qui achète Matisse ne va pas acheter Soulage, ne va pas acheter du Buffet. Dans l'exposition, on a mis exprès, il y a à peu près 4 vitrines ou 5 vitrines qui sont garnies de timbres-poste. Parce que avec Picasso et Matisse sont les personnalités mondiales qui ont le plus figuré sur des timbres-poste, que ce soit leurs œuvres ou leurs personnes. Et c'est même pas le cas, par exemple, pour Gandhi. Gandhi, tu n'as pas autant de timbres-poste dans le monde, ou Martin Luther King, pour prendre des gens vraiment mondialement célèbres, ou même des très grands sportifs comme Pelé, n'ont pas eu autant de timbres-poste. C'est incroyable. On en a plus de 200 de pays comme, par exemple, rien que dans la région, tu as les Comores, tu as les Maldives, tu as le Mozambique. Ils ont des timbres-poste avec des tableaux de Matisse dessus. Alors, quand tu vois ça, tu te dis, mais c'est incroyable. Effectivement, Matisse n'est jamais venu dans la région. Pour aller encore dans ton sens, c'est que c'est pas si évident. Par exemple, tu prends la tapisserie qui est là, Mimosa. Bon, c'est une tapisserie qui est assez célèbre dans l'œuvre de Matisse. Elle vient des États-Unis quand même. Donc il a fallu lui faire tout le parcours pour aller des États-Unis en France. Et à chaque fois, il y a des démarches légales, parce que tu sors pas un Matisse, c'est plus contrôlé que les êtres humains, je dirais. Tu as des passeports pour les œuvres. Donc les œuvres, chaque œuvre conséquente a un passeport. De passeport de sortie, on appelle ça. Et après, elle doit revenir obligatoirement, etc. Enfin, c'est compliqué. Donc, pour faire venir cette œuvre-là des États-Unis, il a fallu déjà un transport jusqu'à Paris, une réception. À chaque fois, il faut des emballages. On n'emballe pas ça comme on emballerait un kilo de pommes d'amour au bazar de Port-Louis. C'est pas possible. Donc, c'est des professionnels à chaque fois. C'est très compliqué. C'est vraiment plein de métiers, en fait. Et à la fin, la voir ici, moi, quand je sais d'où elle vient, qu'elle vient des États-Unis, c'est quand même pas mal d'avoir réussi à faire venir ça des États-Unis jusqu'à Maurice pour une expo, quoi. Lorsque nous avons sollicité le musée Matisse de Cateau-Cambrésis, ils avaient signé un engagement avec la Chine pour prêter l'ensemble de leur collection pendant 6 mois à Shanghai et à Pékin. Donc on n'a pas pu obtenir beaucoup de prêts, enfin on en a quand même, mais ce qu'on aurait pu avoir, c'était possible. Donc il y a un mois, en tout cas il y a 1 mois et demi, avec la guerre en Ukraine, ils ont décidé de supprimer l'exposition. De supprimer l'exposition. Et en plus maintenant il y a la pandémie à Shanghai, donc la seule exposition Matisse qui a lieu actuellement, c'est à l'île Maurice. Voilà. Tout ceci a été enregistré durant le mois d'avril. Les semaines se sont écoulées depuis ce jour. Cette exposition prend fin le 11 juin 2022. Une fenêtre mince donc pour profiter d'un événement unique. Nous sommes arrivés presque à la fin de cette édition. Avant de se quitter, voici quelques événements en cours. La 39e édition du Salon de mai que nous avions annoncé dans notre dernier numéro prend fin ce 3 juin. Il vous reste un jour donc pour profiter de ce panorama de l'art contemporain mauricien. Voici quelques grandes lignes, nous y reviendrons. C'est une équipe qui, bien
situation change pour screen man travail, pour le man placement, nous man autisme, man forme qui nous recevons ici et par la suite, là, tout l'enclenché, nous avons la chance pour un sponsorship de ENL et British Council aussi, qui nous remercie eux d'ailleurs. Et par la suite, nous pouvons avoir un catalogue aussi qui nous peut faire pour vraiment sceller l'événement et pour un joli répertoire d'artistes aussi. Le salon reprend pour sa 39e édition. Voilà, quelle est un peu votre appréciation de ce salon? Je vois avec plaisir que le MGI s'est épanoui. Il y a beaucoup plus d'artistes et des choses très intéressantes, en ce sens que beaucoup de créativité. Il y a beaucoup d'imagination chez les jeunes. Et c'est ça qui est merveilleux. C'est le premier au Salon de mai, après des années d'essayage. Je suis fière et aussi fière d'être parmi les grands. Peut-être sa acceptation dans ces pays-là, il est important pour un artiste? Oui, il est très important que de faire le premier dans le Salon de mai, c'est-à-dire de faire un level up en tant qu'artiste, de gagner un level de maturité et aussi de arriver à un certain niveau que tu es capable de faire le tas et tu es capable de compétir avec aussi au niveau international. Moi, un ex-étudiant du MDI. Je pense que c'est la première fois que je participe à une manifestation pareille. En tant qu'étudiant, j'ai déjà participé. Mais Salon de mai, je pense que c'est la première fois. Et voilà, New Beginning, il rentre là-dedans aussi. On peut accueillir cette manifestation-là avec beaucoup de joie, parce que c'est une des grandes manifestations annuelles que le MDI a organisées. Alors, aux parties prenantes, c'est vraiment un grand plaisir. Et cette annonce pour finir, du 11 juin au 3 juillet, le comité organisateur du Samudra Art Prize vous propose une exposition regroupant les œuvres de 180 artistes sélectionnés dans le cadre d'un concours. Ces œuvres visent toutes à sensibiliser le public sur l'importance de notre récif corallien et de notre biodiversité marine. Cela se passe au Codan Art Center et l'entrée est libre et gratuite. Point final à cette édition de votre magazine Les Grandes Lignes. Nous vous souhaitons de bien vous abreuver de notre scène culturelle locale. On se donne rendez-vous dans une semaine. Jusqu'ici, restez en ligne.